Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence intitulée « Quelle stratégie foncière pour protéger la ressource en eau potable ?» Je suis Alexis Bourdon, je suis ingénieur d'études à la FNSafer et je souhaitais introduire cette problématique avec deux données. La première, c'est cette carte qui présente l'état chimique des masses d'eau souterraines. Sur cette carte, ce que vous voyez en bleu, ce sont les régions où les masses d'eau ont été considérées en bon état. Ce sont les données de 2015. Et en rouge, les zones où le bon état n'est pas encore atteint. Ce que cette carte montre pour des élus qui souhaitent s'investir, qui ont cet enjeu en vue, qui souhaitent améliorer la qualité de l'eau au niveau du captage dont ils ont la charge, que les pratiques agricoles au niveau des captages soient plus respectueuses de l'environnement afin de diminuer les pollutions diffuses. Cette carte, elle nous montre que c'est un enjeu qui est tout à fait actuel. La seconde donnée, sur la droite de la slide, c'est la durée de retour à la vente d'une parcelle agricole. Elle est en moyenne une fois tous les 60 ans. Ce que ça signifie, c'est que lorsqu'une parcelle agricole est vendue, la prochaine fois qu'elle sera vendue, ce sera 60 ans plus tard. Donc pour intervenir sur le foncier, on pourrait simplement attendre que la bonne parcelle au bon endroit soit mise en vente. Tout d'abord, il faut intervenir sur les pratiques agricoles. Et deuxièmement, au niveau du volet foncier, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des stratégies d'animation foncière qui permettent d'intervenir sur des temps de quelques années. Donc, voilà présenter la problématique à laquelle nos différents intervenants vont chercher à répondre tout au long de cette conférence. Au programme, un premier exemple sur la protection de la ressource en eau en Charente-Maritime, qui sera présenté sous forme d'une vidéo par M. Doublet, président de O17, un syndicat des eaux de Charente-Maritime, puis une présentation qui visera à présenter ce qu'est une SAFER par Christophe Maillet, directeur des études à la FNSafer. S'en suivra une présentation sur les outils développés par les chambres d'agriculture pour adapter les pratiques agricoles par M. Sébastien Méry, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture du Loiret, en Centre-Val de Loire, avant une présentation sur un exemple de protection de la ressource en eau sur la commune d'Argentan par Geoffroy Maline, chef de service départemental de l'Orne à la SAFER de Normandie. Et enfin, pour synthétiser et conclure, je reprendrai la main pour une présentation globale sur la stratégie foncière pour protéger la ressource en eau potable et les outils au service des collectivités. Donc pour cette première séquence, je vais laisser la parole à M. Doublet, qui est président de O17, pour un retour d'expérience sur le fonctionnement et la mission du syndicat des eaux qui préside, ainsi que sur les outils qui identifient, qui permettent au syndicat de mener à bien la mission qui est la sienne. Quelles sont vos obligations en matière de protection de la ressource en eau potable ? Les obligations en matière de distribution de l'eau potable, c'est justement de distribuer de l'eau potable aux normes, bien sûr, aux normes françaises et aux normes européennes. Donc nous sommes tenus de veiller scrupuleusement à la qualité de l'eau, qu'elle soit de l'eau de source, ou qu'elle soit de l'eau des nappes profondes, ou qu'elle vienne des usines. Donc c'est notre rôle de distribuer à toute la population de Charente-Maritime une eau d'excellente qualité. Nous avons un instrument extraordinaire qui est O17, qui est un grand syndicat départemental qui regroupe 359 communes sur 366 communes du département. Nous avons donc des moyens financiers relativement importants parce que nous investissons chaque année à peu près en eau potable et en assainissement près de 40 millions d'euros. C'est nos résultats financiers qui sont entièrement réinvestis pour faire des recherches hydrologiques, mettre en service de nouveaux forages, et puis veiller justement, comme je disais, à la qualité de l'eau et à la quantité, et également avoir des rendements de réseau excellents, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons un instrument qui couvre tout le département, toutes les communes, en eau et en assainissement, et nous sommes en train de récupérer les grandes villes. Jusqu'à maintenant, c'était un syndicat rural. Maintenant, on arrive à récupérer des centres urbains importants parce qu'on a la réputation de faire du bon travail. La maison que je préside, c'est 370 employés. Et dans les mois qui viennent, nous risquons de passer à 500. Donc, c'est une belle entreprise. Quels sont les outils et les partenaires qui vous aident à réaliser au mieux votre mission ? Nous avons plusieurs outils à notre disposition.
Je dirais que le premier est les usines d'eau potable, de fabrication de l'eau. Nous avons 4 usines dans le département, dont une usine ultramoderne qui se trouve à quelques kilomètres où nous sommes, qui produit 75 000 m3 par jour d'eau potable et qui distribue sur tout le littoral charentais-maritime. Ensuite, nous avons d'autres usines qui se trouvent un peu sur le territoire. Nous avons aussi des forages en eau profonde qui distribuent de l'eau pour l'arrière-pays. Donc voilà les ressources que nous avons actuellement pour la distribution de l'eau sur la Charente-Maritime. Nous avons des obligations de protéger la ressource. Alors, les moyens que nous avons, c'est de faire des acquisitions de terrain autour de ces forages. Alors, nous avons un forage sur la commune qui est important parce qu'il produit 11 000 m3 par jour et nous sommes en train d'acheter tous les terrains autour. Nous avons déjà acheté près de 50 hectares. Nous avons encore une autre parcelle de 50 hectares à acheter dans les périmètres rapprochés de la ressource afin qu'il n'y ait pas de pollution agricole. Et sur ces forages, sur ces terrains qu'on achète, on installe en général des agriculteurs qui sont en bio, en culture biologique. Alors, nous avons installé un jeune couple de maraîchers. Et puis, nous avons des céréaliers qui travaillent avec des méthodes plus protectives de l'environnement, avec moins de gourmandes de pesticides ou d'insecticides. Voilà, donc, et nous faisons ça pratiquement sur tous les forages importants du département. La SAFER est un outil indispensable pour faire ces acquisitions de terrain. C'est l'intermédiaire privilégié pour discuter avec les agriculteurs. Donc, on a affaire à elle, on a des conventions avec elle, et dès que des parcelles sont susceptibles de se vendre, on fait jouer un droit de préemption, entre guillemets. La SAFER est informée et elle se débat pour que ce soit vraiment le syndicat départemental, O17, qui puisse faire cette acquisition, puisque c'est l'intérêt général. Il y a un travail commun avec la SAFER. Quelquefois, on achète des terrains un peu plus loin que de ce périmètre. Ça nous permet de faire des échanges avec des agriculteurs qui ont des terrains plus loin, mais qui ont des terrains proches du point de puisage, mais qui après ont d'autres terrains à quelques kilomètres. Donc on fait des échanges, et c'est la SAFER qui joue ce rôle d'entremetteur. Et les relations avec la SAFER sont excellentes, et nous réussissons à faire des acquisitions dans d'excellentes conditions, avec des aides importantes de l'agence de l'eau, puisque entre l'agence de l'eau et le département, nous avons des aides à 80% sur les acquisitions, qui nous permet d'avoir des prix raisonnables d'achat et des prix qui permettent aux agriculteurs de nous donner la priorité. Donc, ce qu'on retient de cette intervention sur les aspects fonciers, ce sont le rôle de l'acquisition de terrain autour du point de forage et l'installation d'agriculteurs avec des méthodes respectueuses de l'environnement, l'acquisition sur des parcelles plus éloignées de la zone stratégique afin de réaliser des échanges, le rôle de la veille foncière préalable à la réalisation d'acquisition, et enfin le rôle d'entremetteur de la SAFER, cheville ouvrière de cette stratégie foncière. Les SAFER ont été nommés. Je vais donc laisser la parole à Christophe Maillet, directeur des études à la Fédération nationale des SAFER, qui va nous expliquer ce qu'est une SAFER. Bonjour à tous, merci Alexis. Donc effectivement, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'est une SAFER. Donc tout d'abord, au niveau des missions des SAFER, alors ce que je peux dire, voilà, ce sont des opérateurs fonciers des territoires au service des territoires ruraux et périurbains. Une SAFER, c'est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Elles sont un petit peu particulières puisque ce sont des sociétés anonymes sans but lucratif dotées d'une mission de service public. Donc dans ce cadre, elles sont soumises à l'accord de deux tutelles, les ministères de l'Agriculture et les ministères des Finances, qui contrôlent l'ensemble des opérations des SAFER. Alors, on retrouve une SAFER sur chaque région administrative. Donc, on a 16 SAFER au total sur la France entière.
Elles ont je le disais tout à l'heure, elles ont 4 missions d'intérêt général. Donc la première, c'est dynamiser l'agriculture et la forêt. Donc c'est en priorité favoriser l'installation de jeunes agriculteurs et la transmission d'exploitations agricoles. Elles accompagnent le développement local en lien avec les collectivités territoriales. Enfin, elles participent à la protection et la préservation de l'environnement, donc notamment la préservation des paysages, les ressources naturelles, dont bien évidemment la ressource en eau. On a une 4e mission qui est qu'elles doivent également assurer la transparence du marché foncier rural, et elles vont le faire aux côtés des collectivités notamment. Alors, quels sont ces moyens d'action ? Alors, ce sont, je le disais tout à l'heure, des opérateurs fonciers. Donc, elles ont des outils d'acquisition foncière et de gestion locative, c'est-à-dire qu'elles vont maîtriser du foncier, soit en propriété, soit avec des outils de gestion locative, temporaire ou longue durée. Et donc, elles vont ensuite lancer des appels à projets, des appels à candidature pour accompagner au mieux les candidats qui vont se manifester dans la formalisation de leur projet. Une fois que ces candidats auront structuré leur projet, elles vont orienter, c'est une étape assez décisive, elles vont sélectionner les meilleurs projets en fonction des 4 missions d'intérêt général que l'on a présentées tout à l'heure. Une fois qu'on aura retenu un porteur de projet, on va revendre ou louer, selon les cas, avec la mise en place d'un cahier des charges qui va inscrire la candidature dans la durée. Et ces cahiers des charges peuvent aller jusqu'à une vingtaine d'années. Alors, au niveau de la gouvernance, maintenant, donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on a deux instances importantes. Un conseil d'administration, donc, qu'on le retrouve dans chaque SAFER au niveau régional, donc il y en a un par SAFER, et des comités techniques départementaux, donc, qui sont des instances de décision, des instances de concertation, où on va prendre des décisions, et il y en a une par département. Le conseil d'administration, tout d'abord, il se divise en 3 collèges. Donc, on a un premier collège qui est constitué de la profession agricole. Donc, il s'agit des principaux syndicats agricoles représentatifs, des chambres d'agriculture régionales notamment. On a un deuxième collège qui est composé des collectivités territoriales. Donc, on retrouve les régions, les départements, les communes. Et enfin, un 3e collège, on va avoir les services de l'État, les actionnaires de la société civile et notamment les représentants agréés des associations de protection de l'environnement, et les fédérations des chasseurs. Donc, ce conseil d'administration, vous voyez là au niveau de la représentation, on a à peu près un tiers des actionnaires qui sont constitués de collectivités locales. Alors, le comité technique départemental maintenant, il est très important puisqu'il va donner son avis sur l'ensemble des projets de vente de la SAFER, sur tous les projets d'attribution location et de manière plus générale sur toutes les questions soumises par le président de la SAFER. Donc, ces avis sont donnés après appel à candidature et toutes les candidatures sont portées à la connaissance des comités techniques. Donc, cette instance locale, cette concertation va donner lieu à des avis et ils vont être transmis par la suite au conseil d'administration qui va décider. Donc, ce que je voulais en conclusion rappeler sur les missions des SAFER, c'est qu'elles interviennent au-delà de leur rôle d'opérateur foncier. Elles accompagnent les collectivités locales dans leur stratégie foncière au service des politiques publiques. On peut en citer quelques-unes là, qui sont notamment d'actualité, le développement de l'agriculture biologique, la préservation de la biodiversité, le développement de programmes alimentaires territoriaux ou encore la protection de la ressource en eau potable. C'est l'objet donc de cette conférence. Donc, voilà, j'en ai terminé avec cette présentation rapide des SAFER. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien Méry, vice-président de la Chambre d'agriculture du Loiret, qui va nous expliquer en quoi en fait les chambres peuvent concourir à la protection également de cette ressource en eau potable. Merci. Bonjour à tous, Sébastien Méry, vice-président de la Chambre d'agriculture du Loiret. Je vais vous parler des outils mis en place par la Chambre d'agriculture du Loiret pour préserver la qualité de la ressource en eau sur le contrat territorial Val d'Huy Loiret. Le contrat territorial Val d'Huy Loiret est un programme d'action préventive volontaire engagé pour préserver la qualité de la ressource en eau sur le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Val d'Huy Loiret, s'étend sur une surface de 330 km². Loire est délimité au nord par la Loire et au sud par le plateau de Solagne. Il est traversé par le Loiret dont le principal affluent est le Dhuy, qui draine le Val d'Orléans à vocation agricole. 69% des surfaces de ce territoire sont occupées
par des terres agricoles qui accueillent des productions très diversifiées, grande culture, maraîchage, horticulture et arboriculture. Le poids économique de l'agriculture y est important et source d'emploi de main-d'œuvre. 3 captages prioritaires approvisionnant la ville d'Orléans en eau potable sont situés sur le périmètre. L'enjeu principal du territoire réside dans la préservation de la ressource en eau vis-à-vis des produits phytosanitaires. Le contrat territorial Val du Loiret est décliné en 3 volets, milieu aquatique, zone humide et pollution diffuse. La Chambre d'agriculture porte le volet pollution diffuse dont le but est de prévenir tout risque de pollution diffuse et ponctuelle par les nitrates et les produits phytosanitaires. Elle déploie sur le terrain, en partenariat avec tous les agriculteurs du territoire, des actions agricoles envers les agriculteurs et non agricoles à destination des communes, des jardineries, des particuliers et des industries, visant à préserver la qualité de la ressource en eau. Les actions agricoles du contrat territorial Val du Loiret sont conduites pour accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique afin de leur permettre d'assurer la performance économique, sociale et environnementale de leurs exploitations. Donc, 3 axes pour le volet agricole ont été développés sur le contrat territorial Val du Loiret. Donc, tout d'abord, c'est améliorer l'accompagnement technique global des agriculteurs. Pour ce faire, nous avons réalisé des diagnostics d'exploitation avec un accompagnement des agriculteurs vers une réduction des produits phytopharmaceutiques et un couplage possible avec un diagnostic HVE, haute valeur environnementale pour les exploitations. Nous avons aussi sensibilisé les organismes stockeurs, les conseilleurs, les prescripteurs aussi sur le terrain pour la préservation de la ressource en eau. Sur un deuxième axe, nous avons souhaité diminuer les risques de fuite des produits phytosanitaires. Pour ce faire, nous voulons sensibiliser les agriculteurs à la matière organique des sols, puisque nous sommes sur des sols très sableux sur ce territoire, et nous voulons les sensibiliser à améliorer la matière organique des sols par des nouvelles méthodes de culture, en incluant notamment des sols couverts, des couverts végétaux, et tourner leur méthode vers une agriculture dite agriculture de conservation. Donc pour ce faire, nous avons voulu les intéresser sur la fertilité des sols avec tous les composantes qui composent leur outil de production. Une méthode simple qui peut être présentée, c'est le test bêche. Le test bêche, ça permet à tout agriculteur de pouvoir appréhender au mieux son sol et de pouvoir se fixer comme objectif de s'approprier vraiment la méthode et d'inciter les agriculteurs à observer leur sol et à observer leur parcelle. Nous avons aussi l'analyse des vers de terre, qui est un indicateur très simple et un indicateur très facile pour les agriculteurs de voir l'évolution de leur sol. Le troisième axe a été aussi d'optimiser les pratiques de l'irrigation. Et pour ce faire, la Chambre d'agriculture délivre des messages et des conseils d'irrigation pour essayer de préserver la ressource en eau et diffusion de messages techniques sur l'irrigation. Des essais aussi irrigation sont menés, notamment sur la betterave rouge, avec pour objectif de caler un outil d'aide à la décision comme l'outil NetIrrig pour pouvoir permettre d'apporter la bonne dose au bon moment sur ces cultures-là. La bonne dose d'eau au bon moment sur ces cultures. Donc la philosophie en fait du contrat territorial, c'est avant tout d'agir sur la méthode de production des agriculteurs sur le territoire, tout en ayant un partenariat gagnant-gagnant, plutôt que de contraindre les agriculteurs à des changements de pratiques sans forcément avoir le résultat. Nous avons en même temps étudié une filière de restauration collective pour avoir un débouché pour les productions agricoles de ce territoire. C'est un territoire où nous avons beaucoup de maraîchage aussi, où nous avons la possibilité aussi d'avoir du maraîchage. Donc vraiment de démarrer une étude filière restauration collective pour que les changements de pratiques puissent en fait avoir un débouché et un débouché local sur le territoire. Je vais passer la parole à Geoffroy Malines, qui représente la SAFER de Normandie. Donc pour illustrer l'action foncière des affaires pour la protection de la ressource en eau, on a choisi de vous présenter un exemple sur la commune d'Argentan, dans l'Orne, en Normandie. Quels étaient les enjeux de ce dossier ? Au regard d'un arrêté préfectoral, le syndicat d'eau devait se rendre propriétaire de périmètres de protection immédiat très importants, totalisant 26 hectares, dans un délai rapide de 3 ans à l'horizon 2013.
Et le syndicat d'eau devait également faire appliquer un cahier des charges dans les périmètres de protection rapprochés. Ces deux périmètres sont situés au nord de la commune d'Argentan. Ils totalisent 21 parcelles cadastrales, totalisant 25 hectares. L'agriculture était très présente dans ces périmètres, puisque c'était des parcelles de labour cultivées dans les rotations habituelles du secteur, blé, orge, colza. Autour de ces périmètres immédiats, symbolisés en rouge, il y a également des périmètres de protection rapprochés, totalisant 50 hectares. Quels ont été les chiffres clés et les résultats dans ce dossier? Au total, 36 hectares ont été mis en réserve avec une convention avec la commune d'Argentan, puis le syndicat d'eau. Les premières réserves ont daté de 2012, suite à un reliquat de réserve foncière issu de l'autoroute A88. Au total, avec l'action foncière de la SAFER, 70 hectares ont changé de propriétaire. La SAFER a réalisé 16 dossiers d'acquisition et réalisé 18 dossiers de revente, de rétrocession. Le syndicat d'eau est devenu propriétaire dans les périmètres immédiats et est devenu propriétaire de 22 hectares. Et grâce à un échange, l'action foncière a permis de changer les pratiques agricoles dans le périmètre rapproché sur un total de 15 hectares où l'agriculture est devenue biologique. Enfin, au bout de 7 ans, la SAFER a pu réaliser le dernier acte notarié en 2019. Quels ont été les facteurs de réussite de cette opération? Nous avons identifié 4 facteurs de réussite: la culture foncière du territoire au niveau des élus et des agriculteurs, un diagnostic d'études et de faisabilité foncière réalisé en amont par la SAFER, la mise en réserve foncière de 36 hectares, ainsi que le temps consacré à cette opération. Qu'entendons-nous par culture foncière du territoire? Sur ce territoire, un aménagement foncier s'était déroulé dans les années 2010, lié au passage de l'autoroute A88. Il existait aussi un partenariat historique entre la SAFER et cette commune d'Argentan, par des conventions signées dès 2002, complétées par une action foncière spécifique en 2010, renforcée par l'outil Vigifoncier mis à disposition des collectivités pour surveiller leur territoire dès 2011. Ensuite, le diagnostic foncier. La SAFER a réalisé en amont des opérations foncières un diagnostic foncier qui a permis de repérer que 9 exploitations étaient concernées sur ce territoire par les périmètres immédiats, avec des différences suivant les exploitations. 4 exploitations étaient très impactées en surface, de 4 à 6 hectares chacun. Et au-delà des chiffres, nous avons pu repérer qu'une exploitation était plutôt située à 14 km, une autre exploitation avait également 35 hectares dans le périmètre rapproché, une exploitation était sur le point de s'arrêter et n'avait pas de successeur, ce qui a pu permettre de réaliser de la réserve foncière, et une exploitation était concernée par 2 périmètres. Le diagnostic foncier a été rendu à la collectivité sous forme de fiches actions et fiches détaillant chaque exploitation. Le diagnostic foncier a aussi permis d'engager la négociation avec les propriétaires, et chaque propriétaire a été contacté pour connaître leur position, de savoir s'ils étaient directement vendeurs de foncier ou échangeurs ne souhaitant pas perdre de surface ou éventuellement opposés au dossier. La SAFER a aussi pu mettre en réserve 36 hectares en amont des opérations, ce qui était un facteur important de réussite. Sur cette carte est mentionné en rouge, ici et ici, les réserves foncières qui ont été réalisées par la SAFER. Et par un jeu d'échange, les différents propriétaires ou exploitants concernés dans les périmètres immédiats, cerclés de rouge ici, ont été, par un jeu d'échange, repositionnés sur les réserves foncières en rouge.
Cette diapo montre le résultat final où les exploitants ont quitté les périmètres immédiats et se sont repositionnés sur les réserves foncières. Situation avant, situation après. Enfin, avant de conclure, le temps consacré sur cette opération, 7 ans, a permis de négocier les périmètres immédiats sans envisager d'expropriation, le tout ayant pu se faire à l'amiable. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Alexis Bourdon pour la conclusion de cette conférence. Bien, on en arrive donc au dernier temps de cette conférence qui est un temps de synthèse sur tout ce qui a été présenté. L'enjeu, vous l'avez bien compris, c'est de favoriser des usages agricoles compatibles avec la protection de la ressource en eau. Pour cela, il y a un préalable, c'est l'étude d'impact sur la qualité de l'eau pour identifier quels sont les secteurs en jeu, quels sont les secteurs stratégiques sur lesquels intervenir. Suite à cela, il y a un premier temps qui peut se réaliser auprès des exploitants agricoles en place. Vous avez entendu la présentation de M. Méry qui vous a présenté effectivement tout ce qu'on peut envisager sur l'évolution des pratiques agricoles et l'accompagnement des chambres d'agriculture qui peut être réalisé. Le second temps, c'est celui de l'action foncière. On vise à améliorer la protection de la ressource en eau par une organisation foncière qui est adaptée. Et ce temps-là repose sur une stratégie foncière. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. C'est les 3 grandes étapes de la stratégie foncière. La première, c'est la définition de cette stratégie. Ses objectifs, identifier des zones et des exploitations qui sont propices à l'action foncière et sensibiliser et impliquer les acteurs du territoire. Pour cela, on se repose sur différents outils, les premiers étant les études et les diagnostics fonciers qui permettent de comprendre le profil des personnes qui sont en place sur ce foncier. Et cette étape, elle permet par exemple de réaliser que des perspectives de mouvement foncier sont limitées dans une zone. Il est donc nécessaire d'élargir cette zone et de mobiliser du foncier plus éloigné. Le second outil, c'est l'animation foncière, qui peut se réaliser autour d'exploitants plus susceptibles d'intégrer la démarche foncière auprès de certains exploitants qui sont proches de la retraite ou avec des sièges d'exploitation qui sont éloignés du captage, par exemple. Enfin, le dernier outil, c'est celui de la veille foncière et de l'outil Vigifoncier que Geoffroy Maline a mentionné dans sa présentation. Je souhaiterais faire un petit focus sur cet outil-là. C'est un outil d'information en ligne qui est développé par les SAFER et qui permet de disposer d'indicateurs de suivi et d'analyse des dynamiques foncières locales et de connaître au plus vite les projets de vente de biens sur le territoire. Cette veille foncière, elle est clé pour la phase préalable et pour la réalisation de la suite de l'action foncière. C'est un outil qui est plébiscité par les collectivités. À date de 2019, c'est 14 100 communes qui sont sous veille foncière, ce qui représente 40% des communes françaises. Et malgré ces bons chiffres, on remarque que c'est un outil qui n'est pas assez utilisé aujourd'hui par les syndicats d'eau et les collectivités gestionnaires pour la protection de la ressource en eau. Le second pilier de la stratégie foncière, c'est l'acquisition de biens. C'est un outil qui a été cité par le président d'Eau17, le syndicat départemental des eaux de Charente-Maritime, qui a insisté sur le rôle de l'acquisition foncière pour la réalisation de la politique de préservation de la ressource. L'objectif, c'est de maîtriser durablement des biens, mais ça, ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'on cherche derrière l'acquisition, c'est la maîtrise durable de l'usage de ces biens. Les outils de l'acquisition, ce sont l'acquisition soit de manière amiable, soit par préemption. Pour les SAFER qui disposent d'un droit de préemption, c'est un outil qui est utilisé de manière minoritaire pour les acquisitions, et ce sont les acquisitions amiables qui sont largement privilégiées. Le second outil, ce sont les acquisitions sur des périmètres plus éloignés, réalisation d'un stock avant de faire des échanges. On a vu la mise en application de cette méthode-là dans l'exemple du captage d'Argentan qui nous a été présenté par la SAFER de Normandie. Enfin, le troisième pilier, c'est la maîtrise de l'usage des biens, sous-entendu sans nécessairement passer par l'acquisition. Je me permets d'insister sur cette étape. On dispose d'outils qui permettent de maîtriser l'usage des biens de manière fiable et pérenne. Les objectifs, ça va être l'identification et l'installation du bon porteur de projet, et ensuite de pérenniser un usage qui est compatible avec la protection de la ressource.
Les outils à disposition, ce sont tout d'abord les appels à projets qui ont été rappelés dans la présentation du groupe SAFER. Suite à l'acquisition d'un bien, celui-ci est systématiquement suivi d'une phase de publicité, voire de communication directe via des réseaux de porteurs de projets, afin de faire savoir que le bien est en vente et qu'un profil spécifique est recherché. Le second outil, c'est le cahier des charges à clause environnementale. Lorsque la vente se réalise à ce porteur de projet, celle-ci se fait sous condition du respect d'un cahier des charges qui inclura toutes les modalités d'usage du bien jugées nécessaires pour la protection de la ressource en eau. Sa durée, elle peut être portée jusqu'à 30 ans. Enfin, l'attribution, deux cas de figure, elle peut soit se faire à un porteur de projet agricole avec respect du cahier des charges, soit se faire à un syndicat d'eau ou à une collectivité locale, pour ensuite avoir une location de longue durée auprès d'un exploitant agricole. Enfin, le cahier des charges qui accompagne la vente, des modalités de suivi seront à décider en lien avec les équipes des chambres d'agriculture. Tout ce que je vous ai présenté et tout ce qui a été vu aujourd'hui, on le retrouve de manière synthétique dans la plaquette « Comment préserver l'environnement sur votre territoire » qui s'adresse aux élus. Vous la retrouvez sur le site SAFER, en plus des fiches outils qui permettront de préciser plus finement le fonctionnement de chacun des outils fonciers qui ont été abordés aujourd'hui. Enfin, pour conclure, je voudrais revenir sur la stratégie foncière et son objectif de conciliation des usages. Le foncier, c'est une ressource rare qui accueille de nombreux usages pour de nombreux enjeux, comme l'a rappelé le président de la Commission de la ruralité métropole Nice-Côte d'Azur, avec la démarche de programme alimentaire territorial qui est aujourd'hui portée. Tous ces usages-là qui peuvent être faits sur le foncier, ils ne s'opposent pas nécessairement et on peut trouver des synergies de manière à accompagner simultanément différentes politiques publiques. Par exemple, lorsqu'on réalise une installation d'un exploitant agricole, c'est le développement économique des exploitations agricoles qui va être poursuivi. Si cette installation est celle d'un maraîcher en agriculture biologique dans l'aire d'alimentation de captage, on va viser directement la préservation de la ressource en eau. Et lorsque les circuits de distribution, qui sont celui de l'attributaire, c'est du circuit court, on va là s'inscrire dans la démarche du programme alimentaire territorial. L'objectif recherché derrière tout ça, c'est d'essayer d'agir sur différentes politiques publiques en même temps, dans une même attribution, de manière à viser plus globalement la vitalité des territoires. Voilà, cette conférence touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura, au travers de toutes les présentations et témoignages qui ont été faits, apporté des clés pour mieux appréhender la stratégie et les outils à votre disposition pour intervenir sur la qualité de l'eau, de haut captage. Voilà, je vous remercie.